Bonjour, bienvenue sur cette chaîne. Je vais donc vous raconter mon histoire, un véhicule que j'ai acheté qui était volé avec toutes les galères qui ont suivi et tous les ennuis, sachant que c'est une affaire qui date de plus de 2 ans maintenant. Donc en fait, en juillet 2020, j'achète un Renault Espace, pour la somme de 20 000 euros, 19 690 euros exactement. N'ayant pas particulièrement confiance dans les particuliers, j'ai voulu passer par une société, donc je vends mon auto.com. Donc j'achète à l'agence de Saint-Marcel, qui est en fait l'agence de Vernon, un véhicule espace à 62 700 km, essence, pour la somme de 19 690 euros, comprenant une garantie de 2 ans que je paye. Je vais donc chercher ce véhicule, donc j'ai attendu quand même pas mal de temps, le temps qu'il fasse notamment le contrôle technique. Le contrôle technique qui est fait se révèle être quasiment vierge, c'est-à-dire émission gazeuse, connexion impossible sans dysfonctionnement au témoin OBD. Mais rien d'autre, absolument rien d'autre. Donc c'était jevendmonauto.com qui s'était chargé de ce contrôle technique, avec le contrôle technique avec lequel il travaille depuis un moment. Alors, le principe de jevendmonauto.com est simple. Ils nous font essayer la voiture et en fait, le virement est fait au propriétaire du véhicule. C'est-à-dire que, de ce que m'ont dit les avocats, je vends mon auto.com, sa responsabilité en fait juridique, c'est juste de mettre en relation un acheteur avec un vendeur et de s'assurer du bon règlement de la voiture. Conclusion de cette affaire, donc méfiez-vous sur ces agences et renseignez-vous par rapport à ces agences jusqu'où garantissent-ils leur véhicule. Est-ce que réellement passer par ces agences vous couvre par rapport à l'achat d'un simple particulier? Moi, apparemment, j'ai conclu tout à fait le contraire, quoi. Je veux dire par là que l'avocat m'a bien dit comme ça, leur responsabilité à eux s'arrête uniquement au règlement du véhicule et la mise en relation entre un vendeur et un acheteur. Donc, il manquait une clé sur ce véhicule. Je me rends donc chez Renault, près de mon domicile. Euh, Renault tarde à me rendre le véhicule jusqu'à ce que le directeur du garage Renault m'appelle et me dise: écoutez, on rencontre un problème sérieux avec votre véhicule, on n'arrive pas à paramétrer la clé, et en poussant les investigations un peu plus loin, on s'est aperçu en fait que les numéros de gravage ne correspondaient pas du tout à ceux portés sur la carte grise, et l'immatriculation est aussi l'immatriculation d'un véhicule qui est entretenu dans le réseau Renault. Ce sur quoi je vais donc au commissariat de police de Dieppe pour déposer une plainte dont j'ai le procès verbal. Et la police à Dieppe me dit donc qu'en effet, le véhicule que j'ai acheté est un véhicule qui était un véhicule volé. Il me donne l'immatriculation initiale du véhicule qui n'a rien à voir avec celle qui est inscrite sur le véhicule. Je prends contact avec ma protection juridique qui va commencer à ouvrir un dossier. Je passe chez mon assureur.
donc pour ne pas les citer, Pacifica, en leur signalant que c'était un véhicule volé, etc. Que devais-je faire par rapport à l'immatriculation? Bon, rien de spécial, me disent-ils. On reste assuré au maximum tel qu'il l'était. Ensuite, arrivera plusieurs pannes. Donc, la première panne est prise en charge au titre de la garantie que j'avais souscrite. Et la deuxième panne, le garage Renault me dit « Mais non, il n'est pas possible de la faire passer dans votre garantie puisque la garantie a été arrêtée. » A été arrêtée par jevendmonauto.com qui ne m'avait pas averti et j'avais payé, j'avais payé cette garantie. Vient la date de l'échéance d'un contrôle technique. Je vais donc au contrôle technique le plus proche de mon domicile. Et là, je signale quand même au contrôleur qu'il s'agissait d'un véhicule volé. Bon, il ne me dit pas de problème. Commence le contrôle technique. Et là, immédiatement, le véhicule est rejeté. Alors il me dit, écoutez, voilà, ce qui se passe, c'est que le véhicule ne passe pas du tout au contrôle technique, le logiciel me le refuse, on va quand même continuer le contrôle technique jusqu'au bout. Et là, à ma grande surprise, alors il y a des défaillances majeures qui sont le numéro d'identification de châssis ou de série du véhicule incomplet, illisible, manifestement falsifié, ou ne correspondent pas aux documents du véhicule. Les tubes de poussée, jambes de force, triangle et bras de suspension, mauvaise attache d'un composant au châssis ou à l'essieu avant gauche, avant droit. Défaillance mineure, plaque constructeur, manquant ou introuvable. Siège absent lors du contrôle arrière droit, arrière gauche. En effet, l'espace sur lequel on a pris l'immatriculation est un 7 places et moi c'est un 5 places. Les kilométrages relevés lors des précédents contrôles techniques depuis le 20 mai 2018, donc chose assez bizarre, en 2020, en juillet 2020, 38 000 km, le 24 juillet 2020, 69 000 km, et le 20 juillet 2022, 66 306 km. Donc, conclusion de son contrôle technique, obligation de repasser un contrôle technique, et le contrôleur me dit, écoutez, moi je me renseignerai auprès de votre assurance, parce que je ne suis pas sûr qu'en cas de gros dégâts, l'assurance prenne en charge les réparations. Je m'empresse donc de téléphoner à mon assureur qui me dit dans une première étape le bien sûr et je lui demande bien évidemment un écrit. Il aura fallu donc un mois pour qu'il puisse me dire que le véhicule en fait n'était quasiment pas assuré. Ce que leur réponse est la suivante. S'agissant d'une procédure qui a pour but de déclarer le véhicule volé acquis par la suite par notre assuré, ce dernier ne verra pas d'indemnité versée en cas de dommage total de ce véhicule. En effet, il ne peut être destinataire de l'indemnité car sa qualité de propriétaire du véhicule est remise en cause. Ce client ne peut sauf erreur, utiliser le véhicule du fait de cette procédure. En effet, il s'agit d'un véhicule volé. Il a dû faire l'objet d'une réquisition de la part des autorités. Vous pouvez l'inviter à réduire ses garanties, car pour l'instant, les garanties dommages ne lui servent à rien. Alors, c'est assez sympathique parce que c'est au bout de 2 ans et à mon initiative que je m'aperçois que le véhicule, en fait, en cas de gros dommages, n'était pas assuré. Ce que je dis à l'assurance, moi, une aile froissée, à la limite, un billet de 100 euros, ça ne me dérangeait pas. En revanche, si le véhicule est hors d'usage et qu'il faut le réparer complètement, là, c'est déjà plus gênant. Donc, je remets la garantie au minimum. Je stationne le véhicule dans mon garage à mon domicile. De temps en temps, je le fais tourner parce que je suis quand même
responsable de l'entretien du véhicule. Ceci étant, il me prend tout mon garage et je ne peux pas garer mon autre véhicule parce que j'ai bien été obligé d'acquérir un autre véhicule pendant ce temps. Je n'aurai très peu de nouvelles de l'avocat qui est chargé du dossier. Les seuls courriers que j'ai eus sont des courriers de factures. J'ai dû payer donc à plusieurs reprises des factures. Les premières étaient prises en charge par ma responsabilité juridique, bien qu'ils dépassaient les forfaits de l'assistance juridique. Après, j'ai dû avoir, puisque l'ancien propriétaire de l'espace a fait appel, donc j'ai dû avoir une rallonge de 450 € à peu près. Et voilà où en est l'affaire. Entre-temps, le propriétaire de l'espace qui porte la même immatriculation a réussi à me contacter pour me demander un certain nombre d'éléments parce que lui devait porter plainte pour usurpation. Ce qui veut dire en fait que j'avais aussi à régler toutes les contraventions, donc 3 contraventions pour l'espace, qui n'était pas le mien, mais celui dont on avait usurpé l'identité. Une contravention pour un défaut de vignette d'assurance sur le pare-brise et une deuxième contravention pour excès de vitesse. Donc à chaque fois, en effet, j'ai dû faire appel, envoyer le dossier en recommandé, comme c'est un gros dossier, vous imaginez le prix. Alors là, à l'heure actuelle, donc conclusion, j'ai cet espace dont je ne peux plus me servir puisque tant que le nouveau contrôle technique n'a pas été fait, le nouveau contrôle technique n'a pas été fait avec donc les gravages, etc. en bonne et due forme, chose qui ne se fera jamais puisque je ne peux changer ni l'immatriculation ni les gravages sur ce véhicule. Je ne peux pas le vendre, je ne peux pas le louer, donc je reste avec un véhicule. L'avocat me disait que dans mon malheur, j'avais un peu de chance parce que j'avais pu pendant un certain temps utiliser ce véhicule. Or, le propriétaire à qui on a volé ce véhicule aurait très bien pu le réclamer. Auquel cas, s'il l'avait réclamé, eh ben, j'avais que mes yeux pour pleurer. J'étais obligé de lui donner et d'attendre la fin du procès pour éventuellement toucher un dédommagement. Là, à l'heure actuelle, à savoir que le véhicule, comme je vous le disais, n'est pas utilisé, me coûte de l'argent, une assurance certes au minimum, mais quand même de l'argent. J'ai dépensé de nombreux frais. Il y a 2 cas de figure pour l'issue de ce procès. La première étant le remboursement, comme l'a demandé l'avocat, avec un dédommagement. Alors, annulation de la vente avec un dédommagement. Deuxième cas de figure, la personne à qui je l'ai acheté n'est pas solvable. Auquel cas, dans ce cas-là, le véhicule partira à la destruction et je ne toucherai strictement rien, m'ont dit la responsabilité juridique. Je vous rappelle quand même que l'achat du véhicule était en 2020. Nous sommes à l'heure actuelle en 2022 et je n'ai toujours aucune nouvelle, aucune date de procès, aucun dédommagement bien évidemment, des frais, uniquement des frais. Conscient de tout ça, j'ai donc fait appel à une association, 60 millions de consommateurs, avec une journaliste avec qui j'ai un entretien téléphonique qui a commencé donc à regarder un peu le dossier et qui était un petit peu scandalisée au regard des différents documents que j'avais, plus particulièrement un contrôle technique lors de l'achat du véhicule qui était absolument vierge et 2 ans après un contrôle technique qui est refusé. Donc c'est vrai qu'il y a une anomalie là qui est de taille.
Et il est évident que cette journaliste donc de 60 millions de consommateurs me disait comme ça, bon, enfin, on va essayer de se débrouiller pour arranger l'affaire. Ceci étant, il y a toujours un risque quand même. Dans le premier cas de figure que je vous ai cité, si je gagnais le procès, encore faut-il que le propriétaire du véhicule accepte de me régler, sinon on repart dans un autre procès où je devrais le poursuivre. Donc maintenant, sincèrement, j'achète mes véhicules et je vends mes véhicules dans des concessions. Lorsque je vends le véhicule, je vais perdre, oui, 1500, 2000 euros. Lorsque j'achète un véhicule, c'est pareil, je vais perdre 2000 euros. Mais vous savez, le prix de la tranquillité est bien au-delà de tout ça. Parce que là, je suis dans une situation qui me semble être irrésolvable et je ne sens pas, franchement, dans toutes les personnes qui ont été contactées, excepté peut-être 60 millions de consommateurs, je ne trouve pas de personnes qui essayent de m'épauler. Voilà, donc j'aurais tendance à dire, méfiez-vous quand vous achetez un véhicule et surtout, vérifiez les plaques, chose que, à mon avis, que personne ne fait. Donc la cohérence entre le gravage du véhicule et la carte grise. Voilà, écoutez, si d'autres personnes rencontrent le même souci, si d'autres personnes désirent acheter une voiture ou si d'autres personnes veulent me contacter, il n'y a aucun souci. Je vous remercie de votre attention. À bientôt.